Apple Intelligence. T'en penses quoi, toi? Finalement, on a attendu longtemps, mais moi, j'ai l'impression que ça va vraiment changer leur expérience de travail. Bonjour, bienvenue à l'écoute de Monde Numérique, l'émission 100% Tech, chaque samedi sur toutes les plateformes de podcast. Cette semaine, on revient bien entendu sur les annonces d'Apple. La marque à la pomme passe pour de bon à l'intelligence artificielle. On en discute avec Bruno Guglielminetti. L'actu de la semaine, c'est aussi sur Android que ça se passe avec un système anti-vol de smartphone révolutionnaire. Le vote par Internet en pleine période d'élection en France, le sujet revient sur le tapis. Allons-nous pouvoir voter en ligne? Réponse dans cette émission. Dans sa chronique Café Tech, Jérôme Marin revient sur la dernière levée de fonds du français Mistral, qui poursuit son bonhomme de chemin en matière d'intelligence artificielle. Et puis l'innovation de la semaine, je vous parle d'un système pour améliorer le son de nos conversations téléphoniques. Dans la deuxième partie de cette émission, avec mes invités, on va parler santé connectée tout d'abord. Un entretien exceptionnel avec le président de la société française WeThings, Éric Carrel. Et puis Orange qui se lance à fond dans la cybersécurité avec un site gratuit permettant de vérifier les tentatives d'arnaque et une offre pour protéger ses équipements à la maison. Bienvenue dans Monde Numérique, l'hebdo du 15 juin 2024. Monde Numérique, Jérôme Colombin. Voilà, c'est parti pour un nouvel épisode de l'hebdo Monde Numérique. Chaque semaine, 50 minutes de news et d'interviews. Les autres jours de la semaine, des interviews long format, des éditos, des bonus, disponibles sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube et même sur les assistants vocaux. Et puis Monde Numérique, c'est aussi un site web, mondenumérique.info, et une newsletter à laquelle je vous invite vivement à vous abonner et que je vous invite à faire connaître à vos amis. Cette semaine, merci encore pour vos messages très nombreux, vos réponses aux sondages également. Le dépouillement et l'analyse sont en cours, j'aurai l'occasion d'y revenir prochainement. Et j'ai reçu notamment pas mal de commentaires à propos de Nicolas, le journaliste virtuel de Monde Numérique. Eh bien, dans un instant, juste après l'actu, je vous explique pourquoi j'utilise des voix clonées par intelligence artificielle dans cette émission. L'actu de la semaine. On va donc revenir tout d'abord, bien sûr, sur les annonces Apple du début de la semaine. C'était la keynote d'ouverture de la WWDC, la conférence des développeurs qui a lieu chaque année, consacrée aux annonces logicielles, sachant que les annonces produits, iPhone et autres, auront lieu à la rentrée. En attendant, donc, comme on s'y attendait, il a beaucoup été question d'intelligence artificielle lors de cette keynote Apple. Et la grosse annonce de ce printemps, c'est donc le lever de rideau sur les innovations de la marque à la pomme dans le domaine de l'IA. Voilà, ça porte un nom, ça s'appelle Apple Intelligence, autrement dit l'IA à la sauce Apple Intelligence qui devrait apporter un paquet de nouvelles fonctions sur les iPhones, les iPads et les MacBooks. Le point sur ces nouveautés avec Nicolas, le journaliste virtuel sous contrôle humain de Monde Numérique. Voyons donc à quoi va servir Apple Intelligence. Résumer facilement des textes, aider à la rédaction d'emails, trier les notifications par ordre d'importance. Voilà quelques-unes des nouveautés qui feront leur apparition sur les appareils Apple dans les prochains mois avec iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia. On pourra aussi transcrire automatiquement des messages téléphoniques ou des notes vocales, générer des images et même ses propres emojis. L'assistant vocal Siri devrait être enfin modernisé. Il devrait répondre plus rapidement. On pourra interagir avec Siri non seulement à la voix mais aussi par écrit. Siri comprendra ce que l'on veut même si on bafouille ou qu'on ne finit pas sa phrase. Il sera également capable d'effectuer des actions dans les apps. Par exemple, on pourra lui demander « Envoie les photos du barbecue de samedi à Caroline » et on pourra lui poser des questions complexes comme par exemple « Quand est-ce que maman arrive ?» Il ira alors fouiller dans l'agenda ou dans les emails pour trouver la date et l'horaire d'avion. On pourra aussi demander à Siri comment effectuer telle ou telle chose sur son iPhone ou son Mac. Il générera des sortes de tutoriels sur mesure, plus besoin d'aller fouiller des heures dans les réglages. Alors tout cela paraît alléchant évidemment, mais il faut préciser que ce ne sera pas pour tout de suite ni pour tout le monde. En effet, Apple Intelligence arrivera avec les prochaines versions de logiciels à l'automne, mais seulement en anglais pour commencer. En plus, cela ne fonctionnera que sur les appareils les plus récents équipés des puces Apple les plus puissantes, c'est-à-dire l'iPhone 15 Pro et les iPads et MacBooks dotés des puces M1, M2 et M4.
Et oui, ça mérite quand même d'être précisé. Par ailleurs, Apple a annoncé, comme on s'y attendait, un partenariat avec ChatGPT, enfin avec OpenAI, la maison mère de ChatGPT. Même si ce n'est pas en fait le gros deal qu'on avait prévu, car ChatGPT sera proposé dans l'iPhone de manière intégrée, mais uniquement en option et en complément des outils d'IA signés Apple. Oui, Apple et OpenAI ont passé un accord qui permettra d'accéder rapidement à ChatGPT depuis un appareil Apple, si on le souhaite. Cependant, contrairement aux rumeurs qui étaient dans l'air, Apple Intelligence fonctionnera avec un LLM développé par Apple. Les responsables d'Apple ont beaucoup insisté sur la protection des données qui seront stockées dans un cloud sécurisé. Contrairement à ce que Elon Musk a laissé entendre sur X, les données des utilisateurs Apple ne seront pas envoyées sur ChatGPT, sauf si l'utilisateur le souhaite de manière ponctuelle. Et par ailleurs, il y a aussi quelques autres nouveautés qui ne font pas appel directement à l'intelligence artificielle, mais qui arriveront bientôt. Des nouveautés qui apparaîtront avec les mises à jour prochaines des systèmes d'exploitation. Par exemple, il sera possible d'enregistrer des conversations téléphoniques en prévenant les participants de manière automatique. Apple va aussi adopter le système de Super SMS, RCS, comme Android, mais pas en remplacement d'e-message. On pourra programmer l'envoi de messages. En outre, de nouvelles fonctions de personnalisation de l'écran d'accueil de l'iPhone vont faire leur apparition, comme la possibilité d'organiser les icônes n'importe comment sans respecter l'alignement traditionnel. Enfin, les étudiants seront ravis de pouvoir prendre des notes de mathématiques sur iPad et même de faire résoudre des équations écrites à la main à l'aide du pencil. Allez, on va terminer ce tour d'horizon des annonces Apple, un gros morceau par encore deux grosses choses qui ne concernent pas directement les logiciels iOS, iPadOS et macOS. D'abord, le lancement prochain d'une application de gestion des mots de passe baptisée Passwords, qui sera même compatible avec Microsoft Windows. Cela devrait faciliter la vie des utilisateurs lassés de jongler avec des mots de passe toujours plus nombreux et toujours plus complexes. Enfin, last but not least, on retiendra de la conférence du 10 juin 2024 l'annonce de la sortie prochaine en France du casque de réalité mixte Vision Pro au prix d'environ 4 000 €. Voilà pour ces annonces de la keynote d'ouverture WWDC 2024. Pour plus de détails, parce qu'on peut aller encore plus loin dans les détails, je vous renvoie à mon édito du 11 juin dernier. Et puis sinon, on va décrypter un petit peu tout ça aussi dans un instant avec Bruno Guglielminetti. L'actu, ce n'est pas seulement du côté d'Apple, c'est aussi du côté d'Android. Google a dévoilé cette semaine une innovation plutôt intéressante, un système de protection anti-vol pour smartphone grâce à l'intelligence artificielle. Explication avec la deuxième journaliste virtuelle de la semaine, Darine. Google va tester prochainement un système pour prévenir les vols d'appareils à l'arraché. Grâce aux capteurs contenus dans les smartphones et à des algorithmes d'intelligence artificielle capables de détecter des mouvements brusques et un déplacement rapide, comme quelqu'un qui s'enfuit avec l'appareil. C'est la même technique que celle qui permet de détecter une chute ou un sport en particulier. L'IA a appris à reconnaître ce type de mouvement. Dans ce cas, l'écran du téléphone se bloquera immédiatement afin d'éviter que les voleurs ne puissent y accéder. Google promet aussi que l'on va pouvoir bloquer l'accès aux données de l'appareil à distance sans mot de passe, en passant directement par le numéro de téléphone. Ce faisant, il sera possible de le bloquer même si le smartphone n'est pas connecté à Internet. Ce système va être testé dans un premier temps au Brésil, un pays où l'on compte 2 vols de smartphone par minute. Allons-nous pouvoir voter aux prochaines législatives anticipées par Internet ? En fait, rien de moins sûr. Mais à chaque élection en France, le sujet revient sur le tapis, le sujet du vote en ligne. Alors, il y a ceux qui aimeraient bien pouvoir voter à distance parce que ce serait pratique si on est absent ce jour-là ou si on ne peut pas se déplacer, maladie, handicap, etc. Mais il y a ceux en face qui vous expliquent que c'est strictement impossible de concilier anonymat et sécurité du vote par Internet. Alors, c'est pas simple, cette histoire de vote en ligne. Il y a aussi un petit côté idéologique aussi, apparemment, là-dessus. Pourtant, dans des pays, ça existe. Par exemple, en Estonie, depuis 2005, on vote par Internet et ça se passe a priori pas trop mal. En France, on n'en est pas là, mais petit à petit, le vote en ligne gagne du terrain.
Le vote par Internet devrait être possible pour les élections législatives de 2024, mais seulement pour les Français résidant hors de France. Un décret fixant cette possibilité est paru au journal officiel du 10 juin dernier. Elle prévoit les modalités du prochain scrutin qui aura lieu le 30 juin et le 7 juillet. Pour le premier tour, les Français de l'étranger pourront voter du mardi 25 juin au jeudi 27 juin. Reste à savoir si le délai assez court qui reste avant les élections permettra bien d'organiser ce vote en ligne. Lors des élections législatives de juin 2022, les Français de l'étranger avaient pu voter par Internet pour désigner leurs 11 députés. Cette méthode est réservée uniquement aux scrutins législatifs et consulaires. Donc, si vous vivez hors de France, eh bien, vous devriez pouvoir voter par Internet, normalement. Vérifiez quand même que vous êtes bien inscrit et puis renseignez-vous sur le site du consulat de France dans le pays où vous vous trouvez. Pour les autres, c'est-à-dire en métropole et dans les dom-toms, eh bien, il reste quand même la solution de la procuration et ça se passe aussi aujourd'hui en partie par Internet. En effet, pour faire une demande de procuration, il faut aller sur le site maprocuration.gouv.fr. La procédure est assez simple, cependant, il faut quand même se rendre au commissariat pour faire certifier son identité, sauf si vous bénéficiez d'une identité numérique. Dans ce cas, pas besoin de se déplacer, tout se fait en ligne. Pour avoir une identité numérique, il faut utiliser l'application mobile France Identité et il faut avoir la nouvelle carte d'identité biométrique au format carte bancaire, car sinon ça ne marche pas. La première fois, il faut se rendre en mairie, si votre mairie le permet, ou au commissariat pour faire certifier votre identité numérique. Ensuite, ce n'est plus la peine de vous déplacer et vous pouvez demander des procurations pour chaque élection entièrement en ligne. Voilà, j'espère que ces infos vous seront utiles. Donc, en tout cas, le vote par Internet, on n'y est pas encore, mais petit à petit, il y a des choses qui avancent. Avant d'aller plus loin, un petit mot à propos de l'utilisation de ces fameux journalistes virtuels qui, ne le sont pas, vous l'avez compris, ce sont donc des voix clonées, faites à partir de véritables voix humaines, que j'utilise depuis quelques semaines. Alors pour différentes raisons, Lisa de Bernard, qui assurait l'actualité jusqu'à présent, n'était pas disponible toutes ces dernières semaines. Voilà, on n'est pas fâchés, mais c'est pour à la fois des questions pratiques, économiques aussi. Si j'en crois les réponses au sondage, eh bien vous êtes quand même plus de 60% à apprécier les news faites par la voix de Nicolas. Et après, on peut se demander pourquoi utiliser des voix virtuelles. Eh bien, c'est un vrai choix de ma part. Il s'agit de rompre le rythme parce que faire les news pendant 10 minutes tout seul, j'estime que c'est pas très radiophonique, c'est pas très agréable à écouter. Monde numérique, l'hebdo est vraiment conçu comme une émission de radio et donc, bien, le fait de multiplier les locuteurs, ça fait partie des techniques de radio, ce qui est quand même en général plus intéressant, plus agréable. Après, je comprends tout à fait que certains puissent trouver ça un petit peu étrange et du mal à adhérer complètement, c'est logique. Ça tient peut-être aussi au fait que j'ai joué la transparence depuis le premier jour en expliquant qu'il s'agissait de voix artificielles, sans essayer de jouer sur l'ambiguïté de ces voix qui sont quand même ultra réalistes. Et enfin, d'un point de vue journalistique, c'est un outil très pratique parce que cela permet d'être extrêmement précis sur le contenu qui vous est délivré et sur lequel je tiens particulièrement à garder la main, en fait. Voilà, alors il n'est pas dit que Lisa de Bernard ne fasse pas son retour un jour, ou même d'autres collaborateurs, mais c'est aussi pour varier les plaisirs que désormais, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir depuis plusieurs semaines Bruno Guglielminetti pour le débrief transatlantique, Jérôme Marin, qui est un journaliste émérite aussi pour creuser un sujet d'actualité, et c'est toute cette diversité que j'essaye de vous offrir chaque semaine dans l'hebdo. Jérôme Marin, justement, de la newsletter Café Tech. On le retrouve tout de suite pour sa chronique hebdo. Il nous parle cette semaine de la start-up française Mistral, cette pépite de l'intelligence artificielle à la française qui vient de réaliser une nouvelle levée de fonds. À peine un an d'existence et déjà tout en haut de la French Tech. C'est l'exploit réalisé par la start-up Mistral AI qui a annoncé cette semaine une nouvelle levée de fonds d'un montant de 600 millions d'euros. Le spécialiste de l'intelligence artificielle générative est désormais valorisé à 5,8 milliards d'euros, soit autant que Doctolib, jusqu'à présent seul en tête du palmarès de la tech française. Comme pour les précédentes opérations, la majorité des capitaux est apportée par des fonds de capital risque américains, mais Mistral reste entièrement sous le contrôle des fondateurs, précise son directeur général Arthur Mensch, comme pour répondre aux critiques qui ont suivi son partenariat avec Microsoft.
Lancé par 3 anciens chercheurs de DeepMind et de FAIR, les réputés laboratoires de Google et de Meta en IA, Mistral voit très grand. Son patron ne s'en cache pas, il souhaite créer un champion européen avec des ambitions mondiales. Pour y parvenir, la société a besoin d'énormément de liquidités, car concevoir des modèles d'IA nécessite une immense puissance de calcul informatique qui se traduit par des factures gigantesques, sans oublier les salaires élevés des meilleurs experts dans le domaine. Moins puissante financièrement que les géants américains, Mistral assure cependant être capable de lancer des IA à moindre coût. Pour attirer les investisseurs, Mistral a d'abord pu compter sur le CV de ses fondateurs et aussi sur son pari au moins initial de l'open source, un choix à contre-courant de ses rivales. Depuis, ses dirigeants peuvent également mettre en avant le travail accompli depuis 1 an. Malgré une petite équipe de quelques dizaines d'employés, la start-up a multiplié les lancements. D'abord plusieurs modèles de langage de petite taille, puis un grand modèle en février qui se rapproche des performances de GPT-4 d'OpenAI ou encore de Gemini de Google. Elle a aussi déployé un robot conversationnel baptisé Le Chat, dont l'objectif est surtout de combler son déficit d'image face à la concurrence. Et plus récemment, Mistral a dévoilé un modèle spécialisé dans le code informatique. La prochaine étape désormais sera de construire un modèle économique pérenne. Au départ, la société avait fait le choix de l'open source, permettant d'intégrer gratuitement ces modèles dans une application. Et elle espérait ensuite les monétiser avec des services payants. Mais Mistral a fait en partie volte-face en début d'année. Son IA la plus performante est propriétaire, c'est-à-dire que pour l'utiliser, il faut passer par des offres payantes, accessibles notamment sur les clouds de Microsoft, Amazon et Google. Son modèle de code est lui gratuit pour la recherche, mais payant pour les applications commerciales. Pour accélérer le rythme, la start-up mise désormais beaucoup sur les États-Unis, où elle vient d'ailleurs de recruter une directrice. Mistral AI, le petit pousset français de l'IA qui a l'intention de devenir un géant et sur lequel on gardera évidemment un œil attentif. Retrouvez les articles de Jérôme Marin dans sa newsletter Café Tech. On continue Monde Numérique tout de suite et il y a quelqu'un qui vient de traverser l'Atlantique et qui frappe à la porte. Le débrief transatlantique. Toc, toc, toc. Ah oui, entrez. Merci beaucoup, Monsieur Colombin, de m'accepter avec mes auditeurs chez vous. Comment allez-vous? Je suis ravi. Bienvenue Bruno Guglielminetti. Et oui, pour cette séquence diffusée à la fois dans ton émission Mon Carnet et dans Monde Numérique l'Hebdo. Comment on appelle ça? C'est une bidiffusion? C'est une bi-broadcastation? Oh, je pense qu'on peut dire ça comme ça. C'est quelque chose... en tout cas, c'est un truc qu'on a inventé, donc il faudrait qu'on réfléchisse à un nom. Ouais. Bon, si vous avez des suggestions, vous les envoyez. On verra. Voilà, c'est vrai. Faites-nous vos suggestions par écrit ou par oral aussi. On peut même recevoir les messages vocaux. Hein. C'est vrai, on fait ça chez toi. Ben moi aussi, on peut m'envoyer un courriel avec un fichier audio attaché, mais toi, c'est plus sophistiqué. Oui, toi, c'est à l'ancienne, mais ça marche aussi. Ouais. Bon, Bruno, cette semaine, je crois qu'inévitablement, on va revenir sur les annonces Apple de la semaine. C'est tous les ans, hein, la conférence WWDC. Attends, c'était cette semaine? C'était lundi, hein. Ah, merde. Ben, j'ai complètement oublié. Je pensais que c'était la semaine prochaine. Quel farceur. Le Québécois est farceur, hein, en fait. Oui, généralement, le Québécois est farceur. C'est comme ça qu'on le reconnaît dans une bande de francophones. D'accord. Ouais. Et alors, le farceur, qu'est-ce qu'il a pensé de ces grandes annonces d'Apple? Ben, c'était pas une blague. Finalement, on a attendu longtemps, mais c'est assez... moi, je suis content. Pour les utilisateurs de téléphones iPhone, notamment aussi d'ordinateurs, ça va être... je pense. On parle beaucoup du téléphone, hein, mais je regardais tout ce qui était, ce qui allait être offert dans le contexte des utilisateurs de Mac. Moi, j'ai l'impression que ça va vraiment changer leur expérience de travail. Ouais, ça va être pas mal. Ce qui est un peu dommage, c'est que ça n'arrivera que sur les appareils les plus récents. Hein? Oui. Et ça, c'est quand même... même... là, on parle d'obsolescence programmée dans ce contexte-là. Et ouais, c'est quand même une sacrée limitation, hein, uniquement sur les tout derniers Mac, iPad, iPhone. Alors, je sais pas si tu as vu donc les explications officielles, mais qui apparemment se tiennent, hein, c'est qu'il faut de la puissance informatique pour ça. Donc, ce sont les dernières puces. Mais c'est vrai qu'il y a une question, parce que dans la mesure où Apple envoie... Il va y avoir une partie de cette Apple Intelligence qui sera gérée localement, comme on s'en doutait, mais il y a aussi une partie qui ira dans le cloud. Donc du coup, pourquoi est-ce qu'il limiterait ça aux appareils les plus récents? Mais visiblement, c'est que dans tous les cas, on a besoin de puissance, d'appareils puissants pour faire tourner ces IA. Voilà. Ouais. Mais à la limite, pour les gens qui n'ont pas ces téléphones équipés avec la toute dernière puce, je me dis que
au moins, si on avait proposé une augmentation de Siri, par exemple, en local, ça aurait déjà été vrai. Mais vraiment, c'est comme si on fait table rase en disant, bon, ben, ça commence à partir du iPhone 15 et puis, débrouillez-vous pour avoir un nouveau téléphone. Ouais, bah, c'est un peu toujours la même histoire avec Apple, hein. C'est ce qui permet de susciter l'intérêt et puis de racheter des nouveaux appareils. Ouais. La seule bonne nouvelle quand même pour ceux qui sont détenteurs du iPhone 14, c'est quand même que il sera possible d'utiliser le service satellite pour les courriels et les textos. Ouais. Ça sera possible. Mais sinon, tout le reste, ça concerne uniquement les nouveaux modèles. Oui, parce que ce dont tu parles, ça n'a rien à voir avec l'IA, en fait. Hein. Non, ouais, ça a tout à voir avec le ciel, mais pas avec l'IA. Mais qu'est-ce que tu gardes, toi? Qu'est-ce qui est venu toucher ton sens critique de l'intelligence artificielle? Moi, il y en a une que j'ai trouvée très sympa, mais une promesse intéressante. Ce sera la possibilité de demander à Siri comment faire telle ou telle chose sur son iPhone ou sur son Mac. C'est-à-dire des espèces de tutoriels interactifs. Et ça, je trouve que c'est une vraie avancée parce que le nombre de gens qui ne savent pas, c'est vrai, tiens, comment je fais pour désactiver les notifications, je sais pas quoi, pendant que je dors ou un truc comme ça. Quand on a l'habitude, qu'on fréquente depuis longtemps, on sait qu'il faut aller dans les réglages, on sait quels mots-clés il faut chercher et tout. Mais là, pouvoir demander vraiment en langage naturel comment faire, je trouve que c'est vachement malin. Ouais. Il y a aussi, écoute, c'est peut-être plus de notre âge parce qu'on fait moins de maths avec un iPad, mais j'avoue que j'ai trouvé ça assez intéressant. Moi, être jeune à l'école, j'aimerais bien d'utiliser la tablette comme une tablette à l'époque pour faire de la mathématique, pour faire des problèmes, qu'elle comprenne la symbolique des gestes. Ça, c'est génial. Ça, j'avoue que pour les jeunes, ça va vraiment changer l'apprentissage. Moi, je peux te dire que ma fille qui fait des études de mathématiques et qui travaille beaucoup sur iPad, elle n'a pas encore bien vu le truc, mais je pense qu'elle va adorer. Hein. Elle va piquer le tien au passage. Ah oui, c'est sûr. Sinon, est-ce que c'est venu te chercher ce qu'ils appellent le Smart Script? Où on retouche l'écriture des gens. Tu sais, parce que il y a des gens qui utilisent leur tablette. Moi, je suis pas capable de le faire, mais pour prendre beaucoup de notes, vraiment d'écrire des textes. Manuscrit à la main. Oui, exactement, manuscrit. Et donc, mais le iPad, avec évidemment appuyé par l'intelligence artificielle, va être capable de réécrire, mais à même comment on dit ça, calligraphie? Oui, c'est-à-dire d'en faire une calligraphie normale oui, mais d'ordinateur. De ta calligraphie à toi, de ton écriture à toi. Ouais, c'est le retour du Palm Pilot, ça. Ben oui. Ouais, sauf que le Palm Pilot, quand même, il n'arrivait pas à reprendre ton style d'écriture. Non. Moi, j'ai jamais réussi à le faire trop. Mais là, ça veut dire qu'on peut prendre des notes brouillon et lui va réécrire ça avec notre style calligraphique, comme c'était nous qui l'avions écrit correctement. Honnêtement, ça m'a échappé cette annonce-là. Ça, c'est le Smart Script et j'avoue que... C'est vraiment bien. Pour des romantiques de l'écriture à la main, là, c'est chouette. C'est pas mal. Bon, cela dit, on s'emballe, Bruno, mais autre limitation, toutes ces fonctions liées à Apple Intelligence n'arriveront pas en français au début, hein? Non, et ça, il va falloir faire son deuil parce que j'ai l'impression que ça va prendre encore une bonne année avant que ça débarque sur nos appareils à nous, à moins que vous utilisiez vos appareils en anglais. Et ça, bien évidemment, il va falloir bouder son plaisir. Ça, c'est un peu dommage. Et puis, au-delà de ça, en fait, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est quand même intéressant parce que c'est vraiment l'arrivée de l'intelligence artificielle de plus en plus comme interface avec l'appareil, hein, une espèce de Siri. Si tout va bien, Siri, qui aujourd'hui est à la ramasse, risque de devenir quasiment l'assistant le plus puissant sur les appareils nomades. Et finalement, on s'achemine petit à petit vers peut-être un nouveau type d'interface. C'est-à-dire, on sera de moins en moins obligé d'aller chercher les fonctions, les applis qu'on veut utiliser. Et puis, on dira à Siri, tiens, mets-moi de la musique, j'aime cette chanson. Et lui, il se débrouillera, il connaîtra, il saura quelle appli, on peut déjà un peu le faire, mais quelle appli musicale, quelle ceci, quelle cela, etc. On rejoint un peu ce qu'a essayé de faire d'une certaine manière Rabbit ou bien AI Pin, c'est-à-dire mettre l'IA comme interface pour les appareils nomades. Ça, c'est assez puissant. Hein. C'est très fort comme observation. Tu vois, j'avais pas fait le lien entre les petits appareils qui nous avaient été proposés dans les derniers mois, mais tu as tout à fait raison. Ce qui va probablement faire que d'ici un an,
parce qu'il va falloir adapter le comportement, mais on va passer moins de temps sur nos appareils à chercher la fonction, à chercher l'application, et tout simplement par l'interface vocale, on va être capable d'aller chercher ce qu'on veut à partir du téléphone. Ça, c'est un pas de géant dans l'utilisation. Donc, à même notre téléphone, pas besoin d'acheter une nouvelle patente, pour utiliser le mot. On va pouvoir tout simplement utiliser l'interface vocale que Siri va nous permettre en utilisant le Apple Intelligence. Ça, c'est effectivement... Puis j'ai hâte de voir comment Google, avec son système Android, va répondre à ça. Parce qu'ils sont pas tellement loin, mais c'est pas ça encore. Non, c'est pas ça encore. Ouais, tout à fait. Bon. Et c'est toute la différence de l'intelligence artificielle embarquée dans un appareil. Oui, absolument. Et c'est ça que Apple propose, tandis que les autres, ben, c'est des fonctionnalités, c'est des usages, des rustines qui utilisent l'intelligence artificielle, mais vraiment de l'incorporer comme ils l'ont fait. Je suis pas encore convaincu par l'appellation Apple Intelligence, là, mais de voir l'intégration, ça, oui, il faut lever le chapeau. D'un point de vue marketing, c'est bien vu, hein. Oui. Apple Intelligence au lieu de Artificial Intelligence. C'est assez mal. Là, on retrouve les gens de la pub d'Apple. Dis donc, je veux pas bifurquer de sujet, mais est-ce que le Vision Pro arrive en France cet été? Ah oui, mon ami. Ça, c'est l'autre grosse nouvelle, ça. Le 12 juillet, il arrive en France. Et voilà. Même chose au Canada. Donc, je vais en acheter 3 ou 4 parce que ça coûte pas cher. Hein. Il coûte 4 000 € pièce, tu vois. Ouais, puis ils font un forfait. Hein. T'en achètes 3 et le 4e est gratuit. Si tu en veux pour toute la famille. Non, voilà. On parlait de 4 500, donc finalement, c'est presque une bonne surprise. Ça reste très cher. On va pas refaire le débat sur le prix des Vision Pro. Et en plus, il arrive en français. Donc, c'est plutôt pas mal. Est-ce que les Français vont se jeter dessus? On imagine que ce sera comme Moi, je pense que ceux qui avaient à se jeter dessus, ils ont fait leur achat aux États-Unis puis ils l'ont ramené dans le pays. Tu sais, ce qu'on appelle les early adapters, là, ceux qui font la file devant les magasins. Les early adopters, oui, probablement. Après, il y aura peut-être un intérêt au-delà de ces ultra fans, voilà. Et puis avec peut-être des applications professionnelles, etc. Ben, qui sait, peut-être pourrons-nous regarder les Jeux olympiques à partir de cet appareil-là. Voilà. Puisqu'on sait que tous les Français vont être hors de la France pour laisser le pays aux touristes, j'imagine qu'ils voudront quand même regarder les Jeux. Alors, s'ils ont un Vision Pro sur la tête, c'est comme si on y était. Écoute, pourquoi pas? Pas mal. Je viens de solutionner votre problème, là. Merci, Bruno, de régler tous nos petits... On a d'autres problèmes, d'ailleurs, il faudrait qu'on t'en parle. On a d'autres petits problèmes politiques en ce moment. Hein, mais non, voilà. Ça va s'arranger. Allez voter, ça réglera. Oui, allez voter. C'est pas sûr que ça règle les problèmes, hein, visiblement. Bon, mais Bruno... ça, c'est un autre podcast avec d'autres personnes. Ouais. De quoi parles-tu cette semaine dans ton émission? Écoute, c'est une excellente question. Je vais te dire juste un sujet. Il y a une boîte au Québec, une organisation, une OBNL qui s'appelle Québec numérique, qui a annoncé la fermeture de ses portes. Ça, c'était une boîte qui vivait dans la ville de Québec. C'était un peu eux qui avaient créé, j'exagère un tout petit peu là, mais c'est un peu eux qui avaient créé l'écosystème du numérique dans la ville de Québec qui assurait le dynamisme de l'endroit. C'est eux qui avaient parti le chapitre canadien de l'École 42. De Xavier Niel. Et donc, eux ont annoncé la fermeture de leur activité cet été, là, au mois de juillet. C'est la commotion parce que les gens comprennent pas comment. Ça fait une quinzaine d'années qu'ils existaient. Alors, on parle de ça. Sinon, on parle de AWS qui lance un nouveau projet, là, un incubateur ou un accélérateur d'entreprise. Et c'est à la grandeur du monde. Et ils cherchent 80 boîtes à qui ils vont donner l'équivalent d'1 million de dollars en crédit pour les aider à intégrer l'intelligence artificielle dans leur activité. Et je parle avec le grand patron d'AWS au Canada au sujet de ce nouveau programme-là. J'avoue que ça va faire titiller des oreilles, ça. Mon cher Bruno, sur ce, eh bien, écoute, on va se précipiter pour écouter mon carnet et j'invite tes auditeurs à venir écouter Monde Numérique. Et je te dis à la semaine prochaine. Bye. L'innovation de la semaine. Alors que les technologies de communication basées sur l'image, la réalité virtuelle ou la réalité augmentée s'améliorent à toute vitesse, il y a un domaine qui semble progresser un peu moins vite, c'est le son. L'audio qui reste souvent le parent pauvre de nos communications.
Il n'y a qu'à voir la qualité audio, souvent assez médiocre des visioconférences ou surtout des appels téléphoniques. Et pourtant, nos smartphones, nos ordinateurs sont équipés de technologies hyper pointues, des micros, plusieurs micros en général, des haut-parleurs de qualité, etc. Mais non, le son subit toute une sorte de compression qui l'abîme en fait. Alors certes, des progrès ont été faits malgré tout grâce à l'intelligence artificielle avec des systèmes qui permettent aujourd'hui de mieux isoler une voix au milieu de bruits ambiants, de supprimer les bruits de fond et les sonorités parasites, même des bruits de travaux qu'il est aujourd'hui possible d'isoler, de faire disparaître en temps réel. Mais malgré cela, l'audio reste encore perfectible. Et c'est d'autant plus vrai en Europe où peu de gens, je l'ai souvent constaté, contrairement aux États-Unis, sont équipés d'un vrai micro pour leur communication, que ce soit à domicile ou au bureau. Beaucoup se contentent encore du micro intégré dans l'ordinateur ou d'écouteurs sans fil. Et le sans fil, c'est horrible en général, et c'est encore pire au niveau du signal sonore. Bon, tout cela pour dire qu'il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine. Et c'est sans doute ce que s'est dit la marque finlandaise Nokia. Nokia qui promet d'améliorer le son de nos conversations téléphoniques en y mettant un peu de relief. Nokia a présenté cette semaine une nouvelle techno appelée audio et vidéo immersif, censé apporter un son de meilleure qualité en 3D. Concrètement, ça voudrait dire qu'au lieu d'un son assez plat, monophonique, Nokia veut mettre de la stéréo, ce qui permettrait d'apporter du volume sonore. Un système avec lequel, quand on passera un coup de fil, on aura, paraît-il, l'impression d'être vraiment à proximité de son interlocuteur, comme s'il était dans la même pièce que nous. Techniquement, il s'agit d'un codec, un algorithme de codage-décodage du son appelé IVAS, IVAS, Immersive Voice and Audio Services, qui fera partie de la prochaine norme 5G Advanced, la 5G+, en quelque sorte, qui doit arriver dans le futur et qui apportera toute une série d'améliorations en termes de débit, de couverture, etc. et donc aussi en matière de son. Il reste cependant à faire adopter cette technologie par les fabricants de smartphones. Techniquement, ça ne devrait pas poser un gros problème parce que les smartphones ont déjà plusieurs micros, il suffira de rajouter un petit élément au niveau des puces, et Nokia espère bien en tirer un bénéfice sonnant et trébuchant en distribuant cette technologie sous forme de licence. Au-delà des conversations téléphoniques, ce son spatial by Nokia pourrait également apporter un plus pour les réunions en visioconférence et même pour le jeu vidéo en réseau. Monde numérique, le meilleur de la tech. Allez, place aux interviews de la semaine de Monde Numérique l'Hebdo. Dans un instant, on va parler cybersécurité avec une initiative signée Orange Cyberdéfense. C'est la division d'Orange qui s'occupe de la cybersécurité jusqu'à présent, surtout pour les grandes entreprises, et qui lance une offre pour le grand public et les petites sociétés. Ça s'appelle Orange Cybersécure. On voit ça tout à l'heure avec 2 invités. Mais avant cela, on va s'intéresser à la technologie appliquée à la santé. J'ai rencontré Eric Carrel, le fondateur de la société WeThings, pépite française des objets connectés pour la santé. La santé est en train de vivre une vraie révolution du fait de la technologie, et on en discute avec Eric Carrel dans cette interview. Les interviews qui vont suivre sont proposées en version intégrale si vous écoutez Monde Numérique l'Hebdo Premium sur Apple Podcast. Sinon, retrouvez-les en épisodes séparés long format la semaine prochaine sur toutes les plateformes de podcast. Bonjour Eric Carrel. Bonjour Jérôme. Vous êtes président de la société WeThings, entreprise française, je le disais, ex-start-up et pionnière dans les objets connectés au service de la santé. C'est quoi celui dont vous êtes le plus fier ou celui qui vous plaît le plus ? Il y a des tensiomètres, thermomètres. Alors, il n'y en a pas tant que ça non plus. C'est pas. Non, voilà. Non, on a grosso modo aujourd'hui 4 familles d'objets qu'on est en train un peu de compléter, mais on a effectivement les pèse-personnes, les montres, les tensiomètres, le sleep analyzer, enfin l'analyseur du sommeil. Et puis il y a 2 objets qu'on est en train de sortir qui sont l'analyseur d'urine et puis un appareil qu'on appelle BIMO, qui est un multiscope qui fait à la fois thermomètre, mesure de saturation d'oxygène, ECG, et puis stéthoscope, pour permettre justement de téléconsultation à distance. Et peut-être pour répondre à votre question sur quel est l'objet dont je suis le plus fier, c'est pas celui qu'on vend le plus, c'est probablement celui qu'on appelle le sleep analyzer, qui se met sous le matelas, et qui est en fait un objet assez extraordinaire parce que il est complètement passif. Comme il est sous le matelas, on le met et il reste des années. Et
il capte des données pendant un tiers de notre vie. Et ces données qu'il capte sont d'une richesse absolument incroyable quand on voit leur évolution d'un point de vue longitudinal. Typiquement, le fait de savoir, d'analyser les évolutions des heures de coucher, de lever, le nombre de fois où on se lève la nuit, la profondeur de notre sommeil, l'évolution du rythme cardiaque, l'évolution de la variabilité du rythme cardiaque, l'évolution du rythme respiratoire. Oui, il nous dit le matin si on a ronflé, si on a fait des apnées du sommeil, etc. Oui, etc. Alors plus que ça, c'est-à-dire que, par exemple, si on commence à être malade, en fait, notre rythme cardiaque va augmenter puisque notre corps va réagir avant même qu'on en soit conscient. Et donc, on peut voir une pathologie qui est en train d'arriver. Si on boit de l'alcool, on voit comment on cuve, entre guillemets, notre alcool durant la nuit. M'en parlez pas. Et effectivement, vous mentionnez l'apnée, c'est important. On a qualifié la détection de l'apnée. Et aujourd'hui, des laboratoires hospitaliers australiens ont montré qu'on était meilleur que la polysomnographie, qui est l'appareil officiel, l'appareil de référence, pour mesurer l'apnée. Pourquoi ? Parce qu'on est là plusieurs nuits. Et le fait d'être là plusieurs nuits, ça fait qu'on peut comprendre qu'il y a une évolution et que toutes les nuits ne sont pas pareilles. Quand on fait à l'hôpital un test pendant une nuit, on peut passer à côté. Et hier, j'ai rencontré des personnes qui vivent en Allemagne, et une personne me racontait que elle avait un problème d'apnée, elle a vu des médecins, et ces médecins lui ont expliqué que voilà, il faisait de l'apnée, qu'il fallait mettre un masque à pression positive. Et en fait, il s'est aperçu qu'il était encore plus mal avec ce masque à pression positive. Et donc, il est allé voir un peu un spécialiste, il lui a montré les résultats de notre produit avec notre sleep analyzer. Et là, il a compris qu'en fait, il avait une autre maladie, qui n'était pas grave, mais qu'il fallait un peu prendre en compte. Mais ça l'a sauvé. D'accord. Et des cas comme ça, on en a des dizaines et des dizaines. Ouais. Donc, ce produit complètement passif apporte aux gens quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est pour ça que j'en suis très fier. La difficulté, c'est comme il est sous le matelas, on ne le voit pas. Et si vous allez dîner chez des amis, ils ne vont pas vous montrer votre sleep analyzer sous le matelas. Et vous allez, en général... Et donc, ça ne donne pas envie aux autres, ça se communique pas facilement. Alors que porter une montre comme je l'ai aujourd'hui, cette montre, les gens vont voir, tiens, qu'est-ce qu'elle fait ta montre ? C'est plus viral. Et donc là, c'est plus viral. Donc c'est une des difficultés, mais c'est un produit absolument extraordinaire. L'autre produit que j'aime beaucoup, c'est le pèse-personne. Parce que, en fait, aujourd'hui, c'est un objet qui est considéré par les gens comme un pèse-personne, qui est un form factor de pèse-personne, mais qui mesure beaucoup plus, puisqu'on mesure la rigidité des artères, on mesure l'état de santé du système nerveux autonome, on fait un électrocardiogramme, et donc on mesure l'eau intracellulaire, extracellulaire, qui dit beaucoup de choses sur ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Donc, par un geste simple, qui est considéré comme par tout le monde comme facile à faire, en rentrant, en sortant de la douche, on monte dessus, voilà. Et typiquement, les gens montent dessus 3 fois par semaine. On va capter une information qui est très importante pour la santé des personnes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une révolution en cours, qui est l'LLM. Donc l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, donc c'est générative. Donc ces LLM vont être absolument primordiaux pour nous aider à créer du contenu qui va être analysé en fonction de l'intérêt qu'a créé ce contenu pour ce patient-là les jours précédents, en fonction des données qu'il a, et donc un contenu qui va être complètement personnalisé. Donc c'est comme ça que vous allez utiliser les IA génératives. C'est par de la production de contenu pour motiver, pour soutenir, pour accompagner, etc. Alors on essaye déjà, on a déjà des programmes, on a déjà des programmes qu'on appelle WeThings Plus qui permettent d'envoyer des insights, d'inviter à faire de l'exercice physique, d'inviter à faire des recettes qui soient meilleures, il faut préciser que tout ça, c'est dans l'application. C'est dans l'application. L'application WeThings, donc qui centralise les données venant de tous les appareils qu'on peut avoir. Et du coup, c'est vrai qu'elle est très bavarde, votre application. Il y a beaucoup de choses. Elle est riche. Il y a des données, il y a des conseils, etc. Comment vous allez mettre le lien là-dedans ? Elle est bavarde. Peut-être elle est bavarde d'une façon qui n'était pas encore assez personnalisée. C'est-à-dire qu'on sent que c'était très compliqué. D'ailleurs, je pense que personne au monde a craqué ça. On peut avoir des programmes, mais à chaque fois, c'est avec une logique qui est écrite de façon un peu générale. Ouais, c'est générique. Et voilà. Pour être en bonne santé, il faut pas trop manger de gras, pas trop de sucre, et puis basta. Exactement. Et donc on dit, le premier jour on va dire ça, le deuxième on va dire ça, etc. Ouais. Mais du coup, ça ne s'adapte pas et ça finit par être lassant pour les personnes.
Comment on rejoint la personne dans son intimité, dans son psychologique, pour vraiment l'accompagner et l'aider. Ça, c'est encore à craquer. Et probablement que les LLM vont nous aider à le craquer. D'accord, c'est-à-dire que demain, l'application pourra me dire vraiment, en fonction de mes données personnelles, d'adopter tel ou tel type de comportement, de surveiller telle ou telle chose, etc. C'est vers ça que l'on veut aller. Et c'est vers ça aussi que l'on veut aller avec les données qui remontent. C'est-à-dire que sans données, on parle dans le vide. Et la grosse erreur du système médical, probablement jusqu'ici, ça a été de parler dans le vide. C'est-à-dire que si j'ai pas de la donnée régulière qui vient de la vie quotidienne, finalement, je vais donner des choses un peu génériques qui pourraient s'appliquer aussi bien à vous qu'à moi. Et probablement qu'on n'a pas besoin d'entendre la même chose ce matin en fonction de ce qui s'est passé hier, en fonction de ce qui s'est passé la semaine dernière, en fonction des maladies qu'on a eues il y a 2 mois, etc. Vous pensez que demain, on passera peut-être plus de temps à décrire sa maladie, un chatbot, par écrit ou par oral d'ailleurs, qu'à parler à un médecin. On interagira plus avec une IA qu'avec un médecin. La première réaction risque d'être assez négative. Mais d'après vous, si on corrèle ça au fait qu'il y a de moins en moins de médecins, qu'ils n'ont pas beaucoup de temps, etc., finalement on se dit ce serait peut-être pas mal. Non seulement ça serait peut-être pas mal, mais c'est déjà pas mal. C'est-à-dire qu'il y a notamment beaucoup de maladies rares qui sont beaucoup mieux diagnostiquées en dialoguant avec un chat GPT ou un LLM qu'avec un médecin, parce que en fait, il y a 2 difficultés avec un médecin. Un humain ne peut pas prendre en compte plus de 5 paramètres. C'est Laurent Alexandre qui raconte ça, et qui est médecin lui-même. Je pense qu'il a tout à fait raison. Au-delà de ça, notre cerveau en oublie un. On n'arrive pas à réfléchir avec plus de paramètres en même temps. Et deuxièmement, il faut du temps pour que la personne donne tous les indices qui peuvent aider à diagnostiquer. Et en fait, c'est l'une des forces de ChatGPT, par exemple, c'est d'être assez empathique. Et donc, qui fait que le dialogue avec un utilisateur va être assez long et va permettre de poser des questions et du coup d'enrichir les éléments qui vont permettre de poser un diagnostic. Et quand ce sont des maladies très rares, qui ne sont pas faciles à diagnostiquer, parce qu'il n'y a pas un truc qui devient vert ou un truc qui devient rouge à un moment donné, il faut prendre en compte des petits paramètres qui ne sont pas forcément évidents à voir au départ pour faire ce diagnostic. Et là, on voit que ces LLM sont absolument extraordinaires. Donc, je pense que pour le diagnostic, il n'y a pas photo. Maintenant, ça sera beaucoup ça. La question qui reste derrière, moi, c'est une question un peu philosophique et je n'ai pas la réponse. C'est le côté humain. C'est-à-dire, moi, ce qui m'interroge, c'est par exemple qu'au Japon, des femmes seules sont aujourd'hui appelées par des LLM. Elles ont une conversation de 5 minutes avec cette personne, qui est une conversation très à propos. La boulangerie qui est au coin de chez vous sera fermée aujourd'hui, il va pleuvoir, ne sortez pas à cette heure-là, etc. Cette personne qui n'est pas une personne. Qui n'est pas une personne. Et du coup, ça pose question, quoi. J'ai parlé à quelqu'un, j'ai l'impression d'avoir échangé, mais en fait, j'ai échangé avec personne. Donc, je pense que on a à reconsidérer la place de l'humain dans cette histoire de la médecine. Et Eric Topol, qui est un grand médecin américain, écrit beaucoup de bouquins là-dessus, parce que les médecins s'inquiétaient de l'arrivée du numérique. C'était même avant les LLM, ça. Et il écrivait, mais ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir retrouver les racines de votre métier, qui est le contact humain. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on explique aux médecins aujourd'hui, voilà, vous avez une chance absolument extraordinaire, mais par contre, formez-vous à ce contact humain. Ce côté psychologique qui ne peut pas être géré totalement par la machine, ça va être le cœur de votre métier demain. Ça va être beaucoup moins le diagnostic. Bien sûr, il faut que vous ayez des formations générales, etc. Mais travailler ce côté-là, ça va être le cœur de votre métier et c'est la partie la plus belle de votre métier. Merci beaucoup, Éric Carrel. Merci, Jérôme. Président et cofondateur de la société WeThink spécialisée dans les objets connectés. Merci d'avoir été l'invité de Monde Numérique. Voilà, et je vous invite vraiment à écouter l'interview intégrale d'Éric Carrel, au cours de laquelle on évoque également son profil, son parcours personnel, et puis son regard sur la technologie d'une manière générale. À noter que cette interview sera proposée également prochainement en vidéo sur la chaîne YouTube de Monde Numérique. D'ici là, on passe maintenant à un tout autre sujet.
On parle cybersécurité sur Monde Numérique en partenariat avec Orange à l'occasion du lancement de l'offre Orange Cybersécure. Et j'ai 2 invités pour en parler. Je suis ravi d'accueillir tout d'abord Olivier de Pailleret. Bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes vice-président exécutif technologie et marketing de Orange Cyberdéfense, qui est donc, comme son nom l'indique, la branche d'Orange, qui est chargée de la cybersécurité. Vous allez nous parler en détail de cette offre. Et à vos côtés, Koen Vermeulen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes CIO, en français on dirait DSI, tout à fait, du groupe Orange, et ouais. Vous représentez Orange Innovation, c'est-à-dire les chercheurs et l'innovation technologique qui est derrière cette offre dont on va parler maintenant. Tout à fait. Avant toute chose, messieurs, est-ce qu'on pourrait dresser un petit panorama de la cybercriminalité, la cybermalveillance? Aujourd'hui, on a l'impression qu'on y est tous confrontés et que ça prend des proportions phénoménales. Olivier de Pailleret, Orange Cyberdéfense. On est dans un monde qui se numérise de plus en plus, mais on voit maintenant partout dans le monde un phénomène de cybercriminalité s'étendre de façon extrêmement inquiétante. Il y a à la fois de plus en plus d'attaquants et de plus en plus de vulnérabilités finalement, ou ce qu'on appelle une surface de plus en plus grande. Exactement, surtout dans ce monde qui se connecte de plus en plus. Et au-delà, je dirais, des sociétés en général, ce sont les organisations à but lucratif, les entreprises. Ça a commencé par ce qu'on appelle les grands comptes, le haut du marché pour parler business, qui concentre 87% de ces attaques, mais on voit une augmentation de 25% des attaques sur les petites et moyennes entreprises. Donc c'est un phénomène qui commence à descendre partout dans le marché, puisque par exemple 2/3 des Français considèrent que chaque semaine, ils reçoivent au moins un mail malveillant. Oui, j'ai vu ça. Alors 2 Français sur 3 qui déclarent recevoir des mails suspects. Mais alors, à la fois, ça paraît beaucoup, et en même temps, moi, j'aurais pensé que c'était 3 sur 3, parce qu'on a l'impression autour de nous que tout le monde reçoit ce genre de message aujourd'hui. Du coup, je pense qu'effectivement, des gens qui sont plus connectés, ou des mails ou sur téléphone, le nombre d'SMS qu'on reçoit, je dirais que quotidiennement, j'en reçois. Voilà, c'est ça. Pour la formation, pour les faux messages de la sécurité sociale, des banques, etc., ouais, etc. Et de plus en plus, quand même, d'une façon très professionnelle. Ouais. Le temps est passé où on voyait de très loin qu'un hameçonnage ou un phishing était du phishing. Parfois, on le voyait si on était un peu technique et un peu de background digital, on le voyait très vite. Là, ça devient de plus en plus difficile pour comprendre est-ce que c'est du faux ou est-ce que c'est du correct. Ça devient de plus en plus sophistiqué. Ça, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle qui a servi aux attaquants pour inventer une nouvelle méthode, pour industrialiser leur méthode dans des organisations qui elles-mêmes se structurent de plus en plus. Donc on est face à une vague très très organisée, si vous voulez, de cyberattaquants qui ont des objectifs de nature cybercriminelle, qui de plus en plus ont une fronture poreuse sur les objectifs avec les tentatives d'espionnage des États et des cyberactivistes qui considèrent que aujourd'hui, si ils défendent au début des projets de nature sociale ou politique, très vite, on s'aperçoit qu'ils tombent dans la cybercriminalité de la même manière. Donc il y a une espèce de conjugaison des intérêts autour de la cybercriminalité qui devient de plus en plus inquiétante. Alors, cette offre Orange Cybersécure, Olivier, est-ce que vous pouvez nous la présenter, nous en parler un peu? En quoi est-ce qu'elle consiste? Alors c'est quoi? C'est d'abord un portail collaboratif, participatif, qui permet à n'importe quel détenteur de mobile, quel que soit l'opérateur, de vérifier un lien suspect. Donc je reçois un lien ou une adresse par SMS, par exemple, un lien suspect comme vous dites, je le copie, je le colle dans le portail et okay. Le portail vous répond est-ce que vous prenez un risque, est-ce que vous ne prenez pas de risque. D'accord, voilà. ok. C'est ça la philosophie générale de ce portail collaboratif. Plus besoin de demander au neveu fan d'informatique allô, qu'est-ce que je fais, etc. Voilà. Ouais. Et que derrière ce portail participatif qui est gratuit et accessible encore une fois à n'importe quel client de n'importe quel opérateur, vous avez une offre de service qui est une offre de service pour protéger vos mobiles ou vos ordinateurs, votre tablette, d'interdire les appels dits malveillants
et avoir un accompagnement personnalisé sur la cyberprotection de votre environnement digital. C'est ça l'esprit de cette offre. Du coup, plutôt que de dire je fais un copier-coller qui est accessible pour tout le monde, client, non client, pour tester. Pas besoin d'être client. Pas besoin d'être client pour cette offre. De cette offre-là, pour tester est-ce que l'URL ou le message que je viens de recevoir de la poste pour récupérer un colis, est-ce qu'il est bien correct ou pas. Vous faites copier-coller et on a, grâce à différentes technologies, combinaisons de technologies, une réponse qui dit c'est bon, c'est pas bon. Potentiellement avec une intervention humaine des spécialistes d'Orange Cyber Defense. Ensuite, pour ceux qui souscrivent l'offre, ils ont la protection automatique, c'est-à-dire pour jusqu'à 10 devices dans la maison. Par exemple, si vous êtes chez vous et vous dites voilà, je veux me protéger mes téléphones qui sont connectés au Wi-Fi pour que ces messages n'arrivent même pas, c'est bloqué au niveau des téléphones, des endpoints, d'ordinateur, la tablette ou le téléphone. Il y a eu une petite polémique, messieurs, au moment où cette offre s'est mise en place, parce qu'elle s'appuie notamment sur une application qui est assez connue, qui a beaucoup de succès, qui s'appelle Orange Téléphone, que tout le monde pouvait télécharger et qui permettait de bloquer les appels malveillants. Super appli, gratuite, très utilisée, et puis paf, vous l'avez récupérée pour en faire une version payante. Ça a grincé des dents. Ouais. D'abord, l'application continue à être accessible pour tous. Du coup, Orange Téléphone continue à exister. Par contre, il y a une fonctionnalité qui est intégrée dans l'offre CyberSecure, qui est le potentiel de bloquer les appels entrants qui sont malveillants. De bloquer d'une façon automatique. De les bloquer que l'appareil ne sonne même pas. Ne sonne même pas ou coupe immédiatement. C'est ça qui devient payant. Ça devient inclus dans l'offre. C'est pas en soi qui devient, parce que ça fait partie des devices, d'autres protections. Ça devient beaucoup plus riche. Mais vous pouvez continuer à utiliser Orange Téléphone. Et si vous avez un appel malveillant, ça va continuer à afficher malveillant. La seule chose, c'est à vous de décider ensuite, est-ce que je raccroche ou pas. D'accord. Mais ça restera l'offre. Et continue à exister. Orange Téléphone restera. Merci beaucoup, messieurs. Olivier de Peyret, vice-président exécutif technologie et marketing chez Orange Cyberdéfense, et Koen Vermeulen, CIO du groupe Orange. Merci, Jérôme. Merci. This is the end of Monde Numérique, l'hebdo du 15 juin 2024. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de laisser des commentaires et des petites étoiles, 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Vous pouvez également réagir à cet épisode sur le site mondenumérique.info. En bas de la page, il y a un espace de discussion, ou bien sur les réseaux sociaux. Je serai ravi de lire vos messages et même vos emails. J'y répondrai systématiquement. Faites connaître ce podcast à vos amis, envoyez-leur le lien, incitez-les à s'abonner. Si ça vous a plu, ça pourrait leur plaire. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine pleine de tech. Salut.